Monsieur Ben-Simon, vous avez la parole. En écoutant les propos de ce matin, je me suis tout à fait reconnu dans l'intervention de Christine, d'une médiateur, disant qu'elle avait l'impression de se trouver confrontée avec la famille perplexe. Et donc j'espère que les tables rondes de cet après-midi vont dissiper un certain nombre de ces perplexités. C'est vrai qu'on est tenté de se poser des questions, mais en matière de médiation, on se pose surtout des réponses. Et lorsque nous sommes, par exemple, dans des juridictions qui mènent déjà, en matière administrative, bien sûr, la médiation, comme c'est le cas à Grenoble depuis maintenant 4 ou 5 ans, on pose des réponses tous les jours. Et je crois qu'Irbod Degani-Hazard, qui sort d'une médiation en droit public, qu'il enseigne par ailleurs, nous en donnera une illustration tout à l'heure. Donc, j'ai été très séduit par les titres. La recherche de modalités concrètes et la médiation, c'est la recherche de solutions concrètes, pragmatiques. Là où le juge, et c'est son rôle, recherche une solution en droit, les médiateurs recherchent une solution acceptable, conforme au droit, bien sûr, et a fortiori aux règles d'ordre public, mais simplement une solution acceptable. Il y a un requérant, est-ce qu'on peut calmer, répondre à sa requête autrement que par le droit, d'une manière juste, ajustée? Le médiateur est une sorte d'ajusteur. Comment faire en sorte pour que les nécessités de la loi et les besoins de chacun des acteurs, et puis les besoins de la paix sociale, du retour à une bonne entente entre des acteurs qui, généralement, auront des relations ensuite ensemble, puissent être rétablis. C'est notre travail. Et certains, peut-être, s'interrogent. Ce matin, on était un peu dans la situation de ceux qui expliquent un jeu de société. C'était très difficile de comprendre un jeu de société quand on vous l'explique, mais dès qu'on commence à jouer, on comprend le mécanisme et on s'aperçoit que les règles, finalement, en sont assez simples. Elles ont été résumées ce matin à plusieurs reprises. Indépendance, impartialité, confidentialité, un certain nombre des règles fondamentales qui font que la médiation fonctionne, qu'elle a une valeur éthique et qu'elle a une valeur humaine et une efficacité, ont été évoquées, mais peut-être un peu nimbées, noyées dans un grand nombre de questions. Alors, je vais essayer pour ma part de répondre, alors qu'il y a un rituel auquel je ne peux pas me dérober, qui est celui des histoires depuis ce matin. C'est Jacques Lepers qui a dû donner ce mot à tous les intervenants. Je vais aussi commencer par une histoire qui va me permettre de quitter le droit pour aller vers la justice, puisqu'Alain dit que la justice est ce doute sur le droit qui sauve le droit. Eh bien, c'est une histoire, puisqu'on avait commencé par des chameaux, eh bien, je vais raconter une histoire soufie. Dans cette histoire soufie, eh bien, il y a un homme qui passe, comme notre chamelier de ce matin, pour sage, très sage, en tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. On lui demande « Mais d'où tires-tu cette sagesse ?» Et la réponse du sage, c'est « Mais c'est parce que je sais ce qu'il y a dans le Saint-Livre. » Et naturellement, tout le monde s'incline, j'allais dire tout le monde s'écrase devant une réponse pareille. Alors, chaque fois, on lui repose la question, et chaque fois, il dit « C'est parce que je sais ce qu'il y a dans le Coran. » Et un jour, car les histoires soufis sont toujours recueillies dans des ouvrages qui s'appellent « Sagesse des fous » ou « Sagesse des idiots », un homme, plus sage ou plus fou que les autres, lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a au juste dans le Coran ?» Et le sage répond « Mais dans le Coran, il y a une lettre de mon ami Abdullah que j'y ai fait plier, et une fleur que j'y ai fait sécher. » Évidemment, le sens est immédiatement clair pour tous ceux qui font du droit. La lettre n'a de valeur que quand elle protège, quand elle enserre l'esprit. Elle est là pour ça. La lettre n'est pas là pour faire des phrases dans un jargon quel qu'il soit, si admirable soit-il. Elle est là pour protéger les êtres humains, protéger les acteurs de la société, protéger la qualité des relations humaines et sociales. Eh bien, à partir de cette petite histoire, je voudrais d'abord rectifier quelques petits points à la lumière de notre expérience de médiateur. Il y a de nombreux médiateurs dans la salle. Ils se reconnaîtront, j'espère, dans ce que je dis, et ça aidera peut-être les prescripteurs à mieux s'y retrouver. Dans un premier temps, non, il ne s'agit pas du tout de bisounours. Nous savons bien, au contraire, que nous accueillons des conflits. Bien sûr, nous les accueillons avec humanité et pragmatisme. Enfin, il n'y a pas de médiateur qui tienne, et il faut tenir, s'il n'est pas solide, formé, vacciné, blindé, exercé. Parce que ce n'est pas un métier de tout repos. On n'a pas une belle robe de magistrat, on n'a pas le glaive du magistrat. On débarque comme des intrus dans un conflit ouvert où, dans l'espace de médiation, les gens peuvent se parler pour de vrai, c'est-à-dire rudement, et pas du tout comme ils le feraient, si tant est qu'on les invite à parler devant le juge, comme ils le feraient devant un juge. Donc, en réalité, le médiateur est un
un acteur de relations sociales, il est là pour faire en sorte que des gens qui s'écharpent, qui ne s'entendent plus, ne se comprennent plus, ne se parlent plus, puissent retrouver les chemins d'un dialogue constructif et fructueux. Au départ, il n'y croit pas, nous non plus d'ailleurs bien souvent. J'ai déjà fait quelques comédiations avec Irbod Degani-Hazard ici présent. À chaque pause, on se regardait en se disant comment on va en sortir. Et puis, ma foi, le chemin se fait en marchant en médiation, puisque ce n'est pas une procédure, le mot a été employé ce matin, mais un processus. C'est-à-dire que, certes, il est structuré et il est structurant. Nous sommes les chefs d'orchestre qui doivent éviter la cacophonie pour essayer d'accorder progressivement les acteurs, mais enfin, c'est un processus informel dans lequel nous prenons toutes les mesures qui permettent de rétablir le dialogue, comme nous l'estimons utile avec les 1001 outils, recettes, techniques que nous apprenons. Au fait, avant d'aller plus loin, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque non plus, je suis donc un médiateur, vous l'avez deviné, médiateur praticien, médiateur formateur. C'est moi qui ai l'honneur, avec l'école qui nous accueille, ICSAD, au sein de cette université, de former, avec Madame la Présidente Voisin-d'Ambry et son successeur, les médiateurs des barreaux du nord et de l'ouest de la France. Mais en même temps que j'ai le plaisir de faire cela un peu partout en France et à Paris, je suis aussi le professeur de plaidoirie du barreau de Paris, où j'ai mes cours régulièrement. Je recommence à la mi-mai. Je le fais aussi à ICSAD. Et donc, je le précise, non pas pour le plaisir de vous raconter ma vie, mais juste pour que vous compreniez bien que quand nous proposons le développement de la médiation, ce n'est pas contre un autre mode. La médiation est un mode amiable, il est intéressant. Ce n'est pas un mode aimable et ce n'est pas un mode alternatif. C'est un mode complémentaire. La procédure participative, le droit collaboratif, la transaction, la conciliation, qui a sa raison d'être et qui, ma foi, lorsque les gens ont besoin qu'on les mène par le bout du nez, qu'on les emmène à une solution à son sens, à condition qu'on soit loyal dans le pacte. C'est une conciliation, ce n'est pas une médiation. Et à ce sujet, je pense que c'est très important de partir sur de bonnes bases. C'est très important qu'il y ait cette première conférence ici. Vous avez, en matière administrative, en matière de droit public, une chance considérable. C'est qu'on part de zéro en matière administrative, ou presque. On a vraiment une table rase, et on a toute l'expérience de la médiation en matière civile. Et Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour d'appel de Paris, je ne sais pas combien, 20-25% du contentieux français, de sa responsabilité, venue à un café de la médiation de notre institut, l'IFOMEN, il y a à peu près un an, et elle l'a répété à la rentrée solennelle du barreau de Paris il y a quelques mois à peine, il y a 3 mois à peine, a dit « Il faut dire aujourd'hui que c'est la médiation qui est le mode premier de résolution des différends et que c'est le procès qui en est le mode alternatif. » Évidemment, c'est un petit changement de culture, comme disaient certains ce matin, un petit changement de paradigme. Mais quoi de plus naturel dans la vie, justement dans des sociétés habituées à un conflit agressif et à négocier après, à négocier pour faire un traité de paix, mais après la guerre, à négocier socialement, mais après la grève, dans notre société s'inverse la manœuvre. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord créer les conditions pour que des gens qui ont intérêt à se parler puissent se parler et trouver une solution? Et si ce n'est pas possible, parce que l'antagonisme est trop aigu, ou parce qu'il faut une décision de justice, une décision publique, une décision qui fasse jurisprudence, une décision exemplaire, eh bien, heureusement, nous sommes un État de droit, et à tout moment, y compris à tout moment d'une médiation, les parties peuvent stopper la médiation parce qu'elles ne s'y sentent pas à l'aise et revenir ou aller devant le juge. Il n'y a donc absolument pas de conflit entre les différentes approches, et c'est ce à quoi travaille le comité de réflexion que préside Xavier Libert, comment faire confluer, converger ces différentes approches. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé de révolutionnaire? Pour nous, c'est qu'en 2013, on a lu le rapport du Conseil d'État qui s'appelait « Le droit souple », et je vous invite à le relire. Il retrace bien dans quel esprit la médiation a été pensée depuis les années 2010 au sein du Conseil d'État. Et droit souple, ça ne veut pas dire droit mou, ça ne veut pas dire droit dégradé, ni droit oublié. Ça veut dire quelle est la flexibilité qu'on peut lui donner, quelle est la responsabilité qu'on peut donner aux acteurs, un principe de subsidiarité, une collectivité territoriale, un acteur de la vie publique, un responsable d'administration et son interlocuteur. Ce sont des personnes physiques ou des personnes morales, majeures, vaccinées, responsables. Avant qu'elles doivent s'en remettre au juge, ne faut-il pas leur laisser la possibilité de se rencontrer
et de vérifier qu'elles ne peuvent vraiment pas se mettre d'accord, je le répète, dans le respect des règles d'ordre public et de la loi. Donc permettez, au passage d'ailleurs, aux non-juristes, peut-être un des seuls non-juristes de la journée parmi vous, de rappeler une petite donnée élémentaire au sujet des questions qui ont été posées ce matin. La médiation, c'est la loi. Hein, on ne se pose pas la question de savoir si l'article 1382, c'est la loi. C'est la loi. Donc, il appartient aux juges de l'appliquer et de la faire appliquer. Il appartient aux avocats qui ont une obligation de conseil et une obligation de moyens de rechercher de quelle manière mettre en œuvre, conseil et moyens, au mieux des droits et des intérêts allégués par leurs clients et des relations futures de ce client avec ses adversaires. Car il n'y a pas que l'intérêt immédiat du litige, il y a également la relation entre l'acteur et son milieu. Ce matin, un de nos éminents participants évoquait la médiation en matière sportive. Il est évident que pour un sportif, se fâcher avec sa fédération, son tourneur, son impresario, son je ne sais pas quoi, c'est une calamité. À quoi bon être vainqueur si l'on n'est pas gagnant? Et donc, on est responsable des intérêts immédiats et des intérêts à long terme de ses clients. Voilà pourquoi, dans toute la France, les avocats, comme l'a dit Marie-Paul Voisin-d'Ambry, sont de plus en plus nombreux à s'informer et à se former. Voilà. Alors, ce matin, voilà, une question importante. Ah bon, le temps passerait? Oui. Je ne m'en apercevais pas. Bon, d'accord. Alors, peut-être encore 2 ou 3 petites choses, si on me les accorde. Celle qui me paraît vraiment importante, c'est de bien souligner que, quoi que l'on veuille, quoi que l'on fasse, il ne peut pas y avoir de médiation qui marche, efficace, si on ne respecte pas le fait que le médiateur n'intervient pas en qualité de juriste, même s'il l'est, en qualité d'expert, même s'il l'est dans le domaine considéré, mais uniquement en tant que médiateur, et donc ne peut pas proposer ni imposer une solution. Je ne le dis pas par dogmatisme. Je dis simplement parce qu'il n'a pas de pouvoir d'instruction, il ne sait pas ce qu'on lui cache, il n'a pas de dossier. Il aurait une responsabilité grave s'il donnait une réponse dans un dossier dont il ne connaît qu'une faible part, ce qu'on lui en dit, ce qu'on lui en montre. Il n'a pas, comme le juge, un dossier en dehors duquel rien n'existe. J'ajoute, car c'est également important, il n'a évidemment pas les connaissances et les compétences des conseils et des équipes qui entourent les parties, et il ne sait pas ce qu'elles savent. Dans la dernière médiation que j'ai faite, une des parties avait un cancer au dernier degré, réglait ses affaires avant de mourir, ne l'avait dit à personne, même pas à sa famille, et nous l'a dit à nous, médiateurs. C'était un élément caché qu'un juge n'aurait pas su, que personne n'aurait su, et qui était déterminant dans sa stratégie de médiation. Eh bien, je crois que je vais finir par une autre histoire et passer la main. Êtes-vous d'accord? Oui, d'accord pour que vous passiez la main. Alors, pas d'accord pour l'histoire, vous le regretteriez. Donc ce matin, et vous l'avez rappelé, on a évoqué le monde militaire. Nous formons, entre autres, le médiateur militaire, c'est-à-dire les 6 inspecteurs généraux des armées, généraux 5 étoiles, au plus haut niveau de leur grade de France, et leur service de médiation. C'est une justice administrative, n'est-ce pas? Eh bien, le rapport, ils en sont revenus. Non pas qu'ils n'en aient pas l'usage, ils continuent à y recourir. Mais je vais donner un exemple pour bien montrer la différence entre l'attitude d'un médiateur et l'attitude disciplinaire ou l'attitude de conciliation rapport. En quelques phrases, un général, de gendarmerie en l'occurrence, 5 étoiles, enlève son képi de général et en qualité de médiateur téléphone à un officier. Cet officier a obtenu une promotion par la brigue et non pas par la valeur, le mérite, la promotion militaire normale. Il a écrit une lettre à une personnalité politique qui a écrit ensuite à son chef de corps qui n'a pu que le désigner. Et au téléphone, cet officier dit au général que jamais, jamais, au grand jamais, il n'aurait fait une chose pareille, que c'est contraire à toutes les valeurs militaires, etc., etc. Et le général se tourne vers moi et dit « Écoutez, nous apprécions beaucoup votre formation, monsieur Ben-Simon, mais que puis-je faire? N'est-ce pas? C'est quand même un mensonge éhonté, effronté, devant le plus haut gradé de son arme. Donc je ne peux que sévir. » Je dis « Écoutez, général, avez-vous bien pris la dimension de la valeur morale de ce mensonge? » La valeur morale d'un mensonge, vous me décevez beaucoup, monsieur Ben-Simon. Je dis « Mais bien sûr, valeur morale, car s'il vous avait dit franchement « Eh oui, j'ai fait jouer mes relations, ne vous en déplaise, mon général, au revoir », il aurait été parfaitement franc. S'il vous a menti, c'est bien parce qu'il a honte de transgresser les valeurs militaires, qu'il a donc les mêmes valeurs que les vôtres et qu'il sait que c'est mal.
Donc je vous invite peut-être à voir les choses sous un autre angle. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, vous venez d'apprendre la reformulation miroir, appelez-le. Une technique de base, n'est-ce pas? Donc il dit, OK, à la réunion suivante, il nous explique qu'il a téléphoné à l'officier, il lui a dit, vous m'avez dit que jamais au grand jamais vous ne transgresseriez les règles, je vous le confirme, mon général. Et là, il lui dit, bon, écoutez, je vous en donne acte. Maintenant, dites-moi, si un de vos subordonnés avait fait ce que certains croient devoir vous reprocher, qu'auriez-vous fait? Et l'autre répond, il m'a dit, je crois que je me poserai des questions, mon général. Je me demanderai si je suis à l'écoute de mes troupes. Je me demanderai si je ne promeus pas les gens par copinage, par réseau, par courtisanerie. Le général a dit « Je vous ai entendu, monsieur ». Il a fait une enquête de terrain et effectivement, les promotions n'étaient ni faites ni à faire. Je n'emploierai même pas les noms qu'il a employés de jargon familier militaire pour désigner la gabegie qui régnait dans ce corps. Il a donc remonté les bretelles au général qui l'a déplacé et confirmé cet officier en nous disant « Si j'avais dû faire usage de mon pouvoir réglementaire, au vu de son mensonge, je l'aurais sanctionné. Or, c'est son général que j'ai sanctionné. » Voilà la différence, n'est-ce pas, entre une approche disciplinaire et une approche humaine dans laquelle on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment entre les acteurs dans la vie réelle. Merci.